La 59e Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football s'est tenue le samedi 18 septembre 2021 à la salle du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, à Abidjan Plateau. Annoncée comme une réunion de tous les dangers, cela n'a pas raté puisque les travaux se sont déroulés dans une ambiance tendue. Pour preuve, durant 8 heures d'horloge, de tension et de blocage, les délégués ont réussi à plancher sur 12 des 14 points à l'ordre du jour. Le blocage est intervenu au niveau de l'approbation du bilan financier et de l'attribution ou non du quitus qui ont été reportés après un vote de l'Assemblée. Une situation inédite dans l'histoire des assemblées générales de la FIFA. Un autre report a été décidé lors de ces assises, celui des championnats. En effet, le début de la nouvelle saison annoncée pour le 2 octobre avec la Ligue 1 a été reporté à une date ultérieure sur demande des délégués. Comme constaté, tout est à refaire et la prochaine Assemblée générale extraordinaire annoncée à la fin du mois d'octobre par le CNFIF est attendue pour faire avancer le schmilblick. Alors, Madame Daougabala, on sort d'une assemblée générale avec des blocages au niveau du vote du quitus. Est-ce que vous pensez malgré tout que vous avez réussi votre grand oral, votre premier grand oral devant, j'ai envie de dire, tous ces membres bouillonnants, ces membres actifs de la Fédération ivoirienne de football? Oui, je dirais que l'assemblée générale s'est très bien passée et la démocratie a fonctionné. Pour nous, c'était important. Je pense que dans mon discours d'ouverture, j'avais dit que c'était une assemblée générale de maturité, de responsabilité et de rupture. De rupture parce que chacun doit être devant ses responsabilités, quel que soit ce qu'on attend devant. Et donc, personnellement, je suis satisfaite de l'assemblée générale parce que nous avons réussi à mettre tout le monde ensemble, à discuter d'un certain nombre de points. Et même si on n'a pas approuvé les comptes, je pourrais dire après pourquoi on n'a pas approuvé les comptes, au moins on s'est rendu compte que les choses ne devaient pas être automatiques et qu'il y avait toute une procédure à gérer et que les uns doivent être responsables des actes qu'ils posent en fait. Donc je suis pleinement satisfaite. Jean-Philippe. Présidente, oui. Qu'est-ce qui a occasionné ce décalage concernant cet AG qui statutairement était prévu pour le mois de juin 2021 plutôt, excusez-moi. Alors je pense qu'on est dans un contexte de normalisation. Nous avons commencé en janvier et l'Assemblée générale devait se faire en juin. Et vous comprenez que quand vous arrivez, vous avez beaucoup d'urgence, la reprise des championnats, etc. Il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas pu faire pour y arriver. Et nous avons demandé l'avis de la FIFA avant de pouvoir reporter cette Assemblée générale au 18 juin. Donc je pense que c'était lié aux contingences du moment et qui ont fait que nous n'avons pas pu le faire. Je voudrais dire aussi que nous avions démarré aussi un audit et il fallait que cet audit avance avant que nous ne puissions rentrer dans tout ce qui concerne le commissaire aux comptes et tout pour avoir un certain nombre d'avis. Donc c'était tout à fait normal. La FIFA a été informée, la CAF a été informée, mais l'Assemblée générale a été organisée dans le respect des statuts actuels de la FIFA. D'accord. Voilà. Alors, comment expliquez-vous ce blocage qu'il y a eu lors de cette assemblée? Alors, blocage, je ne sais pas s'il faut dire blocage. Nous sommes arrivés à l'approbation des comptes. Et au niveau de l'approbation des comptes, le comité de normalisation a émis une réserve. A émis une réserve sur les comptes qui avaient été proposés à l'approbation. Et la réserve, nous l'avons signifiée au commissaire aux comptes et nous l'avons signifiée au comité d'audit. La réserve avait deux aspects, une sur la forme et une sur le fond. Le commissaire aux comptes a émis des réserves et nous avons pensé que ces réserves étaient suffisamment significatives pour que du temps lui soit donné, que les informations lui soient données pour qu'on ait une situation très claire de la FIFA. Donc voilà. Évidemment, les clubs ont dit, certains clubs ont dit, c'est pas grave, on veut quand même voter le quitus. Mais pour voter le quitus, il faut voter sur quelque chose qui vous est présenté. Et le commissaire lui-même, il a reconnu que
En principe, dans une entreprise normale, c'est le conseil d'administration qui présente au comité, au CAC, les états financiers. Et là, c'est quelque chose qui n'a pas été fait de notre côté. Okay? Donc, évidemment, on ne pouvait pas endosser une responsabilité sans savoir exactement ce qu'il y avait dans ces comptes-là. Donc, ça a été une question de nous prenant notre responsabilité. Nous ne pouvons pas présenter au club des comptes que nous n'avons pas revus nous-mêmes. Et donc, c'était difficile d'avoir un quitus sur quelque chose que nous n'avons pas eu le temps de regarder et voilà, et de proposer. Donc, c'était très clair. Très, très bien. C'est ma question qui venait. Hein. Pourquoi donc il y a eu le report du quitus? Vous nous expliquez que le commissaire au compte a mis des réserves, vous-même vous avez mis des réserves, donc les comptes n'ont pas été approuvés. J'ai en face de moi l'article 92 des textes de la Fédération ivoirienne de football. Le commissaire au compte indépendant examine les comptes annuels, dresse le rapport de l'Assemblée générale, assorti des observations et propositions. Alinéa 2, à ce propos, les livres, la comptabilité et généralement toutes les écritures doivent lui être communiquées et à toute réquisition. Qui veut dire que le commissaire au compte, pour faire son boulot, pour faire plus simple, travaille avec la commission des finances internes, il met sur pied un document qui vous est soumis en tant que présidente de la Fédération ivoirienne de football, que vous analysez, que vous validez et que vous soumettez aux différents présidents pour venir à l'Assemblée générale. J'estime que ce travail a été fait. Qu'est-ce qui peut bien expliquer d'ailleurs, donc, que c'est au cours de l'Assemblée générale que vous émettez des réserves et le commissaire au compte et vous des réserves sur un document sur lequel vous avez déjà travaillé et que vous avez transmis aux différents présidents. Alors Stéphane, on va essayer d'être très bref aussi dans les questions, de façon à pouvoir D'accord, c'est même très clair. Vous avez, je disais qu'il y avait un vice de procédure. Et c'est pour ça que le commissaire au compte n'a pas pu aller devant. Nous aurions dû présenter des comptes au commissaire au compte. Mais ce n'est pas le comité de normalisation qui a présenté les comptes au commissaire aux comptes. Et c'est là où il y a un problème de responsabilité. Le commissaire aux comptes a travaillé directement avec la comptabilité et avec la direction financière. Donc on ne pouvait pas endosser cette responsabilité-là. Ce que nous avons dit, laissez-nous le temps. Le commissaire aux comptes aussi, dans ses réserves, a bien dit qu'il n'avait pas eu toutes les informations nécessaires. Et je pense qu'à sa décharge, s'il n'a pas toutes les informations nécessaires pour lever les réserves, il faut lui donner le temps, réquisitionner les ressources qu'il faut pour qu'il ait les informations nécessaires pour enfin avoir une opinion sur, je veux dire, les réserves qu'il a données. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant, avant d'y aller. C'est ce qui n'a pas été fait avant. C'est ce qui n'a pas été fait avant, c'est ce qui va être fait maintenant. Bon, d'accord. Alex Falio. Oui. Dans les documents qui ont été remis au club, oui. Certains présidents du club disent qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'entre l'actif qui n'est pas égal au passif, est-ce possible d'approuver un tel bilan? Alors, je ne veux pas revenir dans les détails, mais je vous ai dit, c'est un bilan et c'est un compte d'exploitation que nous, comité de normalisation, n'avons pas revu, n'avons pas vu. Donc, c'est compliqué d'y aller, je veux dire, pour des personnes comme nous, c'est peut-être des choses qu'on aurait relevées assez facilement. Donc, beaucoup de clubs ont relevé d'ailleurs que ça ne balançait pas. Le commissaire aux comptes lui-même, dans son rapport, a relevé que certains chiffres dans le rapport du directeur financier étaient différents de ce qu'eux, ils avaient dans leur rapport. Donc, il y a tout ça qu'il va falloir faire. Je veux dire qu'on était aussi contraints à avoir cette assemblée générale le 18. On ne voulait pas rater la date, mais on ne voulait pas non plus que les choses se fassent à la va-vite. J'ai dit que c'était une assemblée générale de responsabilité et de rupture. Chacun doit pouvoir assumer les responsabilités qui lui sied. Présidente, le commissaire au compte dit qu'il n'a pas eu assez un certain nombre de documents, c'est bien ça? C'est ça. Qui détient les documents? Qui les transmet au commissaire au compte? Il y a beaucoup de chiffres qui circulent en ce moment. On parle de 6 milliards, de 3 milliards, de 1 milliard 500. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le commissaire au compte a émis des réserves sur un certain nombre d'éléments. Il a dit qu'il n'avait pas, on ne lui avait pas mis à disposition les informations nécessaires. Et ce que nous avons dit à l'AG,
donnez-nous même 10 jours, on va réquisitionner le personnel de la FIF pour lui trouver les documents dont il a besoin. Si ces documents n'arrivent pas, alors il y a des décisions de gestion à prendre. Voici ce qu'on a demandé, parce qu'on ne peut pas continuer. Excusez-moi, on ne peut pas continuer parce que c'est des réserves qui existent d'année en année. On ne peut pas continuer. On est comité de normalisation. On est venu pour normaliser ça. D'année en année, ces réserves perdurent. Alors, résolvons-les une bonne fois pour toutes. Si vous manquez d'informations, nous réquisitionnons le personnel pour vous donner l'information. Et si cette information n'existe pas, alors il y a des décisions de gestion à prendre. Et ces décisions, il faut les prendre à un moment donné. D'accord. Voilà. Okay. Choilio. Oui, on a aussi appris qu'au sortir de cette Assemblée générale, que vous avez été convoqué pour le 28 septembre par l'inspection générale d'État. Qu'en est-il exactement? Il y a eu cette formation qui est passée. Qu'en est-il exactement? Pourquoi on vous convoque devant l'inspection générale? C'est tout à fait normal. Quand l'État met à disposition des ressources, c'est normal que l'État aille voir comment est-ce que ces ressources ont été utilisées. Et en 2018, il y a eu une inspection générale de l'État sur les comptes de la FIF. Et aujourd'hui, l'inspection générale cherche à savoir est-ce que les recommandations qu'ils ont données ont été prises en compte. Et donc, c'est normal qu'ils convoquent le ministère et évidemment la FIF, qui est celui qui a ordonnancé les dépenses, pour rendre compte du suivi qui a été fait. Donc, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas comme si on nous convoquait à la police ou tout ce que vous voulez, mais l'inspection générale d'État a fait son travail. Il est dans son droit de faire un suivi et nous sommes emmenés à aller devant l'inspection et à répondre aux questions qui vont nous être posées. Madame Daougabala, quels ont été les résultats de l'audit de 2018 ? Je pense que ça reste encore confidentiel. C'est l'inspection de l'État qui en détient les conclusions et on ne peut pas le divulguer là maintenant. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Non, j'aimerais savoir clairement qui va répondre devant l'inspection d'État. Est-ce vous ou les membres de l'ancien comité exécutif qui sont censés avoir géré ces fonds qui ont été mis à leur disposition? Alors, c'est très simple, c'est nous. Sur l'année 2020. Hein. 2020. Oui. Je veux dire, nous assumons la gouvernance, donc c'est nous. Mais nous, avec qui? Avec le personnel opérationnel, c'est-à-dire la direction financière qui a assuré la gestion. Mais c'est la gouvernance actuelle qui doit y aller. Voilà. D'accord. Allez, le téléphone est ouvert. Hein. Vous pouvez commencer à nous appeler 27 21 59 93 99. Après la Géo de la FIF, les championnats nationaux sont-ils menacés? Et si vous avez des questions à poser à Madame Daougabala, eh bien, elle est sur notre plateau pour quelques minutes et elle se fera, je suppose, un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, lors de cet AG, les délégués ont souhaité un report des compétitions. Est-ce que vous vous attendiez à une telle décision? Ils ont souhaité un report, mais en fait, c'était une explication. Il n'y a pas eu de décision vraiment de report. Il a fallu leur expliquer que nous avons fixé la date du 2 octobre, tout simplement pour respecter un certain nombre de règles de la FIFA qui avaient besoin qu'on fixe une date pour pouvoir fixer les dates d'enregistrement et d'enregistrement. Alors, cette date peut varier. Elle peut varier d'une semaine, elle peut varier de 2 semaines, mais tout dépend des contingences. Mais en ce qui concerne le report, je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on note? Nos clubs manquent de compétition. FC San Pedro s'est fait éliminer. Quand on regarde bien, c'est un manque de compétition. Donc, déjà, la saison exceptionnelle de 3 mois n'a pas permis au club d'avoir suffisamment de matchs joués. Donc, c'est normal qu'on le programme. Et ce que je veux dire, la programmation des compétitions n'est pas liée à un président ou pas. C'est comme si vous avez une usine qui tourne et dès lors qu'il y a un changement de président de conseil d'administration, l'usine arrête de tourner en attendant que le président arrive. Non, c'est 2 choses totalement séparées. Et dans les budgets que nous avons faits jusqu'à fin 2021, on a prévu, si les compétitions démarraient, on a prévu la ressource nécessaire pour cela. Mais quel que soit le président qui va venir, il ne faut pas arrêter l'usine qui est le démarrage des compétitions. Alors, Présidente, il y a 2 idées qui s'affrontent. Il y a la vôtre
qui estime qu'il faut reprendre les compétitions maintenant pour aider les clubs à être en jambes par rapport aux exigences des compétitions africaines. Et il y a l'idée de certains présidents des clubs qui estiment que l'organisation du futur championnat doit répondre à une formule du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. C'est bien ça. Est-ce que finalement, c'est la deuxième idée qui a eu raison sur la vôtre? On n'a pas tranché. Nous, on a maintenu de dire ce que nous pouvons faire, nous allons le faire. Parce que ça serait faire du mal quand même au football ivoirien que de reporter, je veux dire, les compétitions, qu'elles reprennent en janvier ou en février. On a vu déjà le mal que ça fait aujourd'hui. Donc ça n'a pas été tranché. Notre proposition a été donnée. La proposition telle que vous le faites, elle n'a pas été clairement définie. Les clubs ont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait fixé au 2 octobre, mais il n'y a pas eu de vote sur on décale ou on ne décale pas. Ce que je leur ai dit, c'est que raisonnablement, le 2 octobre ne sera pas tenu pour plusieurs raisons. Ça va être décalé peut-être d'une semaine, de 2, je ne sais pas, mais il faut pouvoir démarrer quand même à temps. Oui, madame, il y a une affaire de cas régie qui a défrayé la chronique. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Donnez-nous des explications claires sur cette affaire de cas régie. Alors, la FIFA a acquis un cas régie à travers sa convention avec Canal. La FIFA a acquis un cas régie. Ce cas régie est là. Les personnes ont été formées et même la retransmission de toute l'Assemblée a été faite par le cas régie. Donc, le souci n'est pas à ce niveau. Le souci est au niveau de la clarification des opérations par rapport au financement de ce cas régie. Et ça, il faut laisser le temps au commissaire aux comptes d'y jeter un coup d'œil, à l'audit d'y jeter un coup d'œil. Donc, je pense que c'est tout. En fait, les clubs ne s'entendent pas sur le financement du cas régie. Je pense que c'est... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Pour l'appuyer, des sources disent qu'il y a eu 2 financements sur le cas. 600 millions par rapport aux diffuseurs et 400 millions par rapport à une banque. Ça fait un total, on est presque à... 1 milliard. Voilà. Donc, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça spécule, ça cogite. Donnez-nous plus de précisions. Il a coûté combien exactement, ce cas régie, et quelles ont été ses sources de financement? Alors, je pense qu'il y a un peu de confusion, mais c'est exactement ce qu'a coûté le cas régie qui va faire l'objet de... Comment je peux dire? Que le commissaire aux comptes va creuser un peu plus, c'est tout. Je veux dire, le CAR est là, il est fonctionnel. Maintenant, c'est une clarification des opérations comptables qui ont été passées par rapport à ce cas régie. D'accord. Non, Choalio, on a du monde au standard. Choalio. Sur cette affaire du cas régie, parce que là, on semble que vous essayez d'esquiver la question. Non, je ne veux pas esquisser. Je veux dire, l'Assemblée a prolongé le mandat du commissaire aux comptes. L'audit a fait un certain nombre de remarques, mais c'est au commissaire aux comptes de se prononcer là-dessus. Il a été élu par les membres pour ça. Donc pourquoi voulez-vous que je commence à prendre une position alors que c'est lui qui doit regarder tout ça et donner une position? D'accord. Allez, on a beaucoup de monde au standard. Messieurs, il va falloir... voilà. Il y a nos téléspectateurs qui sont là, qui ont également leur mot à dire dans cette émission. Monsieur Ibo de Yopougon est avec nous. Bonsoir, monsieur Ibo. Bonsoir Thierry, bonsoir la grande team. Bonsoir, Ibo. Alors, monsieur Ibo, on est avec madame Daougabala, qui est là, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau. Vous avez une question pour elle, c'est ça? Oui, une question. Allez-y. Oui, bonsoir maman. Bonsoir. Oui, encore une fois, merci et puis bon, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. En tout cas, les Ivoiriens vous disent merci le travail que vous êtes en train d'abattre à la tête de cette fédération. Maintenant, la question est la suivante. Vous avez fait un audit. Voilà, vous avez fait un audit, mais je pense que pourquoi vous-même n'avez pas publié, ne pas rendre public cet audit-là? Parce que nous, les Ivoiriens, on veut savoir. Voilà, il s'agit d'une question d'argent. Voilà, et ça, ce problème-là a beaucoup troublé la Fédération ivoirienne de football. Vous avez fait un audit, tout à l'heure dans l'émission de Roger Stéphane, ce audit-là, on a l'impression que c'était un audit plutôt caché. Mais non, les Ivoiriens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que le comité sortant a géré cet argent durant tout le mandat.
Voilà, il faut que vous-même, vous ayez le courage de dire aux Ivoiriens. Bon, est-ce que c'est une question de courage? Voilà. D'accord, Ça, merci. Il faut le dire, parce qu'on veut, les Ivoiriens veulent savoir. D'accord, Ce qui s'est très passé bien. réellement. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Ibo. Merci pour votre appel. D'accord. Merci, Monsieur Ibo. Ce n'est pas une question de courage, je pense que c'est une question de responsabilité. La FIF appartient aux membres. Donc c'est à eux que doit être donnée la primeur des informations concernant l'audit. Et ils l'ont d'ailleurs demandé. Il se trouve que cet audit a besoin encore d'être affiné et c'est pour ça qu'on va faire une réquisition de l'équipe interne parce qu'on a eu le rapport provisoire, comme ça doit se faire. Et dans le rapport provisoire, il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés, mais ils disent encore on n'a pas eu toutes les informations nécessaires. C'est pour ça que j'ai dit, on réquisitionne l'équipe de la comptabilité pendant un certain temps, c'est peut-être 10 jours, pour donner les informations nécessaires. Si ces informations n'existent pas, alors il y a des décisions qui vont être prises. Si ces informations existent, des décisions de correction aussi vont être prises. Mais ne nous demandez pas de commencer à publier des choses qui n'ont pas encore été totalement, comment je peux dire, totalement vérifiées. Ce que je peux dire, c'est que les clubs ont le droit de savoir ce qu'il y a dans l'audit, parce que c'est eux, les membres de la FIF. L'État a le droit de savoir ce qu'il y a dans le rapport. Et ensuite, maintenant, les Ivoiriens, d'une façon générale, viendront. Je pense que chercher la transparence, c'est bon, mais gardons quand même le sens il y a des responsabilités par palier. Et il faut que ces responsabilités par palier soient assumées avant que les éléments soient divulgués, je veux dire, au grand public. Et qui va les divulguer? Ce n'est pas le comité de normalisation. Parce que c'est la chose des clubs. Si eux ont décidé de donner l'information, alors ils le donneront. Mais ce n'est pas à nous de donner l'information au grand public. C'est pour ça que nous voulons respecter la hiérarchie et la chaîne des responsabilités. C'est à eux, c'est leur fédération. Les résultats de l'audit vont leur être donnés. Le commissaire aux comptes va affiner son travail. Ça va leur être donné. Et donc, c'est à eux de prendre la décision. D'accord. Alors, on va revenir sur cette assemblée générale. Il a été décidé d'amnistier des dirigeants frappés par des sanctions. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Parce qu'on se rappelle quand même Maître Roger Ouénien qui avait refusé justement, j'ai envie de dire, ce geste lors de l'assemblée de Yamoussoukro. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Je pense qu'ils ont très bien réagi. Ils avaient même réagi en approuvant par applaudissement, mais on a demandé quand même que le vote soit fait. Je pense que dans un souci d'apaisement, quand le comité de normalisation a reçu le projet de résolution qui émanait des clubs, on s'est dit c'est un projet de résolution qui peut nous permettre d'aller à l'apaisement. À l'apaisement parce qu'effectivement, quand nous sommes arrivés à la FIF, il y avait des présidents de fédérations qui n'y avaient pas mis les pieds depuis au moins 7 ans. Président des clubs. Des présidents de clubs, pardon, qui n'y avaient pas mis les pieds depuis au moins 7 ans, certains 4 ans, certains 3 ans. On est venu pour réunir la famille, on va pas prolonger la division. Donc on a accepté de donner l'amnistie jusqu'à décembre 2020 pour tous les faits, je veux dire injurieux ou même les faits opérationnels sur les stades, etc. Mais on l'a limité jusqu'à décembre 2020. C'est vraiment dans un souci d'apaisement pour amener tout le monde à la maison. D'accord. Jean-Philippe? Moi, j'aimerais rebondir sur un élément, parce que l'amnistie aussi m'intéresse énormément, surtout concernant l'Africa Sport d'Abidjan, mais je vais revenir. On en parlera dans quelques instants. Au niveau vous avez parlé de l'organisation du championnat prochain qui risque d'être décalé d'une semaine. Est-ce que sur l'exercice précédent, la fédération a apuré toutes ses dettes vis-à-vis des clubs qui ont participé à ces compétitions-là? Lesquelles? La compétition 2021? Les subventions qui étaient prévues, est-ce que je dis oui. Oui, parce que les subventions ont été réduites. Nous devrions encore 4 millions pour les clubs de Ligue 2 et je crois 5 millions pour les clubs de D3, mais ça a été fait. Je pense qu'entre vendredi et aujourd'hui, c'est des choses qui ont été faites. Mais vous savez, je dis souvent que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Nous donnons les subventions en fonction de ce que nous recevons de l'État. Et donc, c'est en fonction de ce que nous avons reçu de l'État que nous avons payé. Donc,
On a juste servi en fait de transfert. Donc, on ne peut pas payer plus que ce qu'on reçoit. On ne peut pas faire des promesses plus que ce qu'on reçoit. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Donc cette saison écoulée, vous n'avez rien reçu du sponsor diffuseur des rencontres du championnat, puisque vous parlez de fonds qui a été reçu par l'État et qui a été... Ça, c'est pour la D3 et la Ligue 2. Mais pour la Ligue 1, avec Canal, ça a été bouclé depuis. D'accord. Voilà. Allez, beaucoup de monde au standard. Madame Dao Gabala, vous déchaînez les passions, dites donc. Hein. On a Monsieur Ulrich qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Ulrich. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous, Monsieur Ulrich? Je vais très bien, et vous? Ça va, super. Alors, vous avez une question pour Madame Dao Gabala. Exactement. Allez-y. Alors, j'aimerais demander à Madame Gabala, nous serons bientôt en 2022 et nous irons au Cameroun pour la Coupe d'Afrique. Également, en 2023, nous allons accueillir la Coupe d'Afrique. Je ne trouve pas censé de partir à une Coupe d'Afrique sans président de fédération. Alors, j'aimerais demander à Madame Gabala, quand est-ce qu'on aura l'élection du président de la Fédération de football? C'est ce qui nous intéresse, nous les Ivoiriens. Merci et surtout félicitations pour le travail que vous abattez au sein de cette fédération. Merci, Monsieur Ulrich. Merci pour votre Merci, appel. Kia. D'accord. Merci pour la question, vous avez tout à fait raison. Selon le chronogramme qui a été fait, les élections à la présidence de la FIF se feront au plus tard le 20 décembre. Le 20 décembre parce que nous sommes dans la phase de finalisation. Vous savez, quand on vous demande de revoir les statuts, nous avons adopté une démarche qui a été une démarche inclusive. C'est vrai que nous n'avons pas été élus, mais en tant que comité de normalisation, nous travaillons aussi pour les clubs et pour la fédération. Et donc, nous avons d'abord commencé à rassembler toutes les idées, toutes les suggestions de modification de statut qu'il devait y avoir des clubs. Nous avons rassemblé tout ça, nous avons fait un premier projet, sorti les grandes orientations. Et ensuite, nous avons passé ces orientations au tamis de la CAF, de la FIFA et du ministère des Sports. Parce que n'oublions pas qu'on a une nouvelle loi sur le sport et il faut que la FIFA, en tant que fédération majeure, soit elle-même en accord avec cela. Et une fois qu'on a terminé cela maintenant, nous allons en laboratoire pour la fin de ce mois pour arriver maintenant à l'écriture finale de ces statuts. Une fois que l'écriture finale des statuts est faite, il va falloir les reconfronter. Parce que les clubs ont fait des propositions, mais les propositions étaient mixées pour sortir quelque chose. Donc ça va leur être redonné encore. Ça va repartir à la FIFA, ça va repartir à la CAF, ça va repartir aux clubs qui vont regarder pendant peut-être 2 semaines avant qu'on ne fasse sortir la version finale qui ensuite, à la fin du mois, va partir pour être votée. Est-ce qu'on aura le temps de tout ça, Madame la Présidente? On aura le temps. CAF, FIFA, gouvernement, Assemblée nationale, président des clubs, c'est ce que j'ai cru entendre. Assemblée nationale, non. Je peux me tromper, Madame la Présidente. J'ai cru entendre que les tests là allaient faire vraiment un circuit long pour que tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement footballistique puissent jeter un regard. Est-ce qu'on aura suffisamment le temps de tout ça avant d'aller aux élections? Je pense que tout dépend de la dextérité des clubs, de la FIFA, de la CAF. Vous savez, quand vous envoyez un document à la FIFA, au bout de 2 jours, 3 jours, ou plus tard 1 semaine, ils vous répondent. Donc, je pense que là n'est pas le souci. Les textes intéressent les clubs. Vous savez, quand on a écrit aux clubs pour leur demander s'ils avaient des suggestions, on a été submergés par les suggestions. Les gens nous disaient non, les clubs, ils ne lisent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller voter. Mais ils ont pris leur plume, ils ont travaillé, ils nous ont apporté. Bon, au bout, il y a l'élection. On comprend, au bout, il y a l'élection. Voilà. Donc, on aura le temps. D'accord. Falio. Et on se donnera le temps. Madame, on a entendu dire que sur votre feuille de route, il n'était pas indiqué d'organiser des compétitions. Que vous avez une feuille de route bien déterminée, les tailles des tests. Enfin, c'est ce qu'on a entendu dire. On a lu à certains journalistes, certains chroniqueurs qui l'ont dit que ce n'était pas dans vos prérogatives d'organiser des compétitions. Aujourd'hui, vous êtes à la grande team. Qu'en est-il exactement? Je pense que chacun a sa lecture des choses. Quand on vous demande de gérer les affaires courantes, vous savez, c'est comme vous allez redresser une usine, vous allez redresser une entreprise qui a l'usine qui est à l'arrêt. Quel redressement vous pouvez faire si vous ne remettez pas l'usine?
vous ne faites pas tourner l'usine. Il n'y a pas de redressement pour ça. Donc, rien dans notre feuille de route ne nous interdisait de démarrer le championnat. Au contraire, on nous a encouragés à le faire et on nous a donné les financements pour le faire parce que la vie des clubs dépend de cela. Et on ne pouvait pas se permettre d'arriver en 2022 en sautant 2 ans de compétition. Vous imaginez ce que c'est? On est en train de préparer 2023, 2 ans sans compétition, au nom de quoi? Juste des élections? Les élections sont faites pour quoi? Pour servir le foot. Alors, il faut servir le foot d'abord, et puis ensuite on va aux élections. Donc, je pense que c'est une lecture unilatérale de notre feuille de route, mais ceux qui nous ont mandatés dans notre feuille de route ont bien approuvé cela. Ils nous ont même encouragés parce que la vie de la fédération et la vie des clubs dépendaient de cela. Si on n'avait pas fait de compétition, comment les clubs allaient avoir la ressource? Qu'est-ce qui justifie les ressources? C'est bien la compétition. D'accord, Jean-Philippe. Madame la Présidente, dans votre feuille de route, il y avait un volet qui concernait, je dirais, une assistance pour le règlement de conflits au niveau de certains membres actifs de la Fédération ivoirienne de football, sans les citer. Où en êtes-vous réellement concernant les différents membres qui semblaient, je dirais, démontrer sur la place publique qu'il y avait véritablement des problèmes en leur sein? OK. À ce niveau, je pense qu'il y a 2 catégories qu'il faut voir. Il y a les membres de la fédération, c'est-à-dire les clubs, et vous avez aussi les groupements d'intérêt. Et au niveau des membres même, le problème crucial, c'était l'Africa Sport. Et nous avons essayé de ramener l'Africa Sport à l'ordre en leur demandant de travailler ensemble, même pour le championnat. Ça n'a pas été possible à tel point qu'on a été obligé de les mettre sous normalisation. Et je peux dire que la normalisation, pour ceux qui ont nos textes, sont prévus, je veux dire, dans les textes de la FIF. Au niveau des groupements d'intérêt, c'est un peu différent. Mais même ces groupements d'intérêt, nous les avons convoqués pour ceux qui sont en dissension, pour qu'ils se mettent en règle. Au niveau des joueurs, c'est bon. Au niveau des arbitres, on a encore un souci au niveau des arbitres. C'est pour ça qu'on n'a pas admis les arbitres à l'Assemblée générale, parce qu'on est dans une situation assez compliquée où aucun d'entre eux n'a la légitimité ni la légalité pour venir. Donc, on leur a demandé d'aller en Assemblée générale pour élire un président, et c'est ce qui va être fait avec notre assistance, bien sûr. Alors, Président, sur le cas des clubs, des associations dont tu parles qui sont en crise, certains vous reprochent de ne pas faire une belle lecture des tests de ces différentes associations, notamment sur le cas Africa et sur le cas Amafsi. Tous les présidents, enfin en ce qui concerne l'Amafsi, les arbitres estiment qu'ils sont légalement présidents de l'association. Du côté de l'Africa, Vagba Alexis estime qu'il est légalement président de l'association. Et on dit que le comité de normalisation n'a pas fait une bonne lecture des tests pour les appliquer, pour régler en définitive ces cas de crise qui se posent au niveau de ces différentes associations. Alors vous savez, au niveau de la normalisation, on a des juristes. On a 3 éminents juristes. S'il y a quelqu'un qui n'est pas juriste dedans, je pense que je suis la seule. On est assisté par le juriste de la maison. Et je pense que la lecture a été faite comme elle devait se faire. Mieux, à l'intérieur du comité de normalisation, on a un ancien footballeur, un ancien international, donc qui comprend, je veux dire, le système, qui de surcroît est juriste et avocat de profession. Donc je veux dire, on ne peut pas dire qu'on a fait une mauvaise lecture, je pense qu'on savait ce qu'on faisait. Je vais vous donner le cas de la MAFSI. D'accord. Le cas de la MAFSI, vous avez un premier président. Les arbitres. Pardon. Vous avez un premier président qui a été détrôné. Aboubakar Sharaf. Voilà. Je ne voulais pas citer de nom. Bon, on le connaît, on doit le citer. Aboubakar Sharaf. Je veux dire qui a été détrôné, qui est parti en justice, qui a eu gain de cause, et la justice a invalidé l'Assemblée générale qui mettait en ligne, je veux dire, son concurrent. M. Koulibaly Souleymane. D'accord. Mais vous avez une décision de justice qui invalide une élection. Donc, problème de légitimité, problème de légalité. Quand on prend le premier, qui depuis 2015, en principe, son mandat est terminé. Oui. Donc, légalement,
légitimement, même si la justice l'a remis en selle, son mandat est finalement terminé. Depuis 2018. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner aux élections, tout simplement, pour avoir un président légitime et légal. C'est tout. C'est tout ce qu'on leur a demandé. D'accord. Allez, un autre téléspectateur au téléphone, Monsieur Serge Kakou, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Kakou. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team, bonsoir Madame Daougabala. Bonsoir. Alors, Monsieur Kakou, une question pour Madame Daougabala. Oui, il y a une question pour Madame Daougabala. Bonsoir Madame Daougabala. Bonsoir. Oui, vraiment, si j'étais en face de vous, j'aurais des milliers de questions à vous poser. Mais comme je suis en direct, ah non, choisissez, voilà, une seule parmi les milliers. Allez-y. Voilà. Est-ce que depuis votre nomination, vous et votre comité jusqu'à aujourd'hui, ce ne serait pas judicieux de reconnaître que vous avez échoué afin de repartir sur une bonne base? Parce que moi, je savais que, vu l'attente que certains journalistes et spectateurs, les footballeurs attendaient de vous, ne pouvaient pas produire. Aujourd'hui, je suis devant les réalités. Vous avez été bloqué à certains endroits. Est-ce que le comité de nomination n'a pas failli et on peut vous relancer sur une seconde base? On peut vous donner une deuxième chance pour relancer le championnat? Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans tous vos parcours. Moi, je me dis que le comité de nomination a échoué. Même si on a vous donné une seconde chance, je voulais que vous nous reconnaissiez que vous avez échoué d'abord. Et puis on vous donne une seconde chance. Sinon, franchement, ce qu'on attendait de vous, ce n'est pas ce que les Ivoiriens ont reçu. Merci Daougabala, merci Soit le Demandé, merci Auria, merci Roger Philippe. Voilà. Merci. D'accord. On a bien compris. Bon. Merci. Je veux simplement dire, chacun a le droit de penser qu'on a échoué ou qu'on a accepté. La FIFA nous a donné une feuille de mission, une feuille de route. On a suivi notre feuille de route. On a relancé le championnat. On a réussi à ramener le calme dans la maison. On est en train de travailler sur les textes. On ne nous a pas demandé autre chose. Je pense que on n'est pas venu pour faire les gendarmes, on n'est pas venu pour... on est venu pour normaliser un certain nombre de choses et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis d'accord que la normalisation ne fait pas plaisir à beaucoup de monde. Et quand on normalise, il y a toujours des mécontents. C'est comme il y a tout changement. Donc, je veux dire, on le prend comme ça. Et c'est celui qui nous a mandaté qui dira si nous avons échoué ou pas. Présidente, pour l'aider, je lis un peu sa question. Oui. Vous arrivez dans un contexte de processus électoral après. Et toutes les crises sont liées à des parrainages. Sur les arbitres, Danon Roland parraine Didier Drogba, Chérif est proche de Sidi Idriss Diallo et Souleymane est proche de Sori Diabaté. À l'Africa, Bailly Antoine parraine Didier Drogba, Vagba Lexi parraine Sori Diabaté. On s'est dit, il y a blocage. Quand le comité de normalisation arrive, normalement, vous devez pouvoir régler ces cas de crise pour qu'on connaisse en définitive qui sont les vrais présidents de ces associations, de sorte que les parrainages à venir ne soient pas contestés. Or, on se rend compte que juste à présent, ces cas de crise dans ces différentes associations n'ont pas encore été réglés. C'est peut-être ça qui lui fait dire que vous avez échoué peut-être sur un certain nombre de points. En fait, ce n'est pas à nous de les régler. Chaque club a ses propres membres. C'est à eux de les régler. Ce que nous pouvons faire, c'est de les aider à régler. Et s'ils n'arrivent pas à le régler, alors de mettre le club, par exemple, sous normalisation. Mais la question des parrainages est venue d'un flou dans ces clubs-là. Donc, au regard des statuts de ces clubs, il a fallu prendre une décision. Je pense qu'on n'est pas allé directement au niveau légal d'abord. On a voulu faire de la conciliation avant d'arriver au niveau légal. La conciliation n'a pas marché avec l'Africa. On est parti, je veux dire, légalement, on les a mis sous administration provisoire ou sous normalisation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on vient, on a nos responsabilités, on a la limite de nos responsabilités. Mais c'est très simple. Les statuts de la FIF disent que ceux qui peuvent avoir accès aux assemblées générales, etc., c'est d'abord ceux-là même qui sont en règle avec leur propre statut. Et c'est pour ça qu'on a demandé au club, mettez-vous en règle avec vos propres statuts, sous peine de ne pas participer à l'Assemblée. Je pense que maintenant, on a trouvé la voie légale, je veux dire, pour tempérer cela. La question des parrainages, il y a des propositions qui ont été faites, les clubs vont le voter.
on avait le choix entre maintenir les parrainages ou les enlever, mais on laissera le soin au club. Mais maintenant, c'est bien balisé, de telle sorte que s'il y a, à la rigueur, il y a 2 parrainages qui viennent d'un même club, ils sont exclus. Bon, tout simplement. D'accord. Allez. Et on continue. Dernière question sur l'Africa, parce qu'après, on doit avancer. Pour Jean-Philippe, allez-y. Bon, Madame la Présidente, concernant l'Africa Sport d'Abidjan, je ne vais pas revenir en arrière. Nous allons rester focus sur le présent. Le comité de normalisation a nommé M. Yves Zobo Junior comme président du comité de normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de son travail? Parce que pour les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan, on ne voit absolument rien venir. On a l'impression que M. Yves Zobo Junior a été justement placé là, rien que pour participer aux élections à venir au sein de la Fédération ivoirienne de football. Qu'en est-il aujourd'hui concernant son travail? Au niveau du résultat qu'il vous a produit, quand est-ce que les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan pourraient avoir un président statutaire et légal à la tête de leur institution? Section football. Section football, Ouais, ok. Africa Sport. Oui, mais justement, pour appuyer un peu ce qu'il dit, parce que là, à Africa, il y a un problème. C'est la section football qui a été mise sous tutelle. Alors que l'Africa Sport est un club omnisport. Comment vous gérez ça? Est-ce que c'est le rôle du comité de normalisation, de la fédération, de mettre une équipe omnisport sous normalisation? Mais c'est parce qu'on ne se donnait pas le droit de mettre tout Africa Sport sous normalisation. Qu'est-ce qui concerne la FIF? C'est le volet football. Et c'est pour ça qu'on a bien ciblé la section football. Parce que l'impact du désordre dans cette section football, ça impacte, je veux dire, directement les compétitions et ça impacte directement la vie de la communauté FIF. Donc c'est pour ça que ça a été ciblé. On ne s'est pas senti le devoir d'aller jusqu'au club omnisport. Donc voilà pourquoi c'est seulement cette section qui a été faite. Revenons au comité de normalisation de l'Africa Sport. On a eu un processus relativement transparent. Comme critère, il fallait des personnes qui étaient passionnées de l'Africa Sport, il fallait des juristes, il fallait des financiers, il fallait des chefs d'entreprise, parce que le problème de l'Africa Sport, c'est non seulement un problème de remobilisation des membres, mais c'était aussi une question de mobilisation de ressources financières, mais surtout, c'était aussi une question de statut. Parce que entre les statuts qu'utilise un président et les statuts qu'utilise un autre président, il fallait bien faire un choix. Et si vous regardez bien dans la décision pour le comité de normalisation de l'Africa Sport, on leur a dit d'aller et de trouver un statut unique à partir duquel vont être faites de nouvelles élections et qui vont permettre de partir sur une nouvelle base. Donc c'était ça la difficulté. Donc c'est vraiment la section football qui nous intéressait parce que son impact sur la FIF et sur les activités de la FIF était très importante. Maintenant, on peut se dire pourquoi ça, pourquoi. C'est une analyse du comité et le comité a dit que c'est uniquement la section football qui devait pouvoir être sous normalisation. Donc les autres activités de l'Africa Sport peuvent fonctionner normalement. D'accord. Par contre, bon, la question de savoir, par rapport à Yves Zobo, c'est ça? Ou concernant son travail, en fait. Voilà. Alors, quand vous dites concernant son travail, Yves Zobo Junior n'est pas le seul. Il y a un comité de 5 personnes. Il y a des juristes, il y a des supporters, il y a même un ancien joueur, etc. Donc, c'est un travail d'équipe qu'ils font. Je pense que ce qu'on fait souvent, c'est que voilà, on regarde le président, mais le président travaille avec une équipe. Et je pense que le juriste, d'ailleurs, qui est à l'intérieur de l'équipe, réussit à faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, ils sont en train de travailler aussi sur des statuts communs et je pense qu'ils vont aller en assemblée. Mais le problème de l'Africa était encore plus grave. Il fallait avoir une liste d'électeurs commune. D'un côté, il y a un président qui a 29 membres. De l'autre côté, il y a un président qui a fait son assemblée générale avec 200 membres. De l'autre côté, vous avez des supporters qui se réclament être supporters. Alors, il faut bien déterminer qui est membre à partir de maintenant, qu'ils puissent s'inscrire et aller aux élections. Donc, le travail est plus compliqué que ça. Ce n'est pas seulement d'aller aux élections. Aller aux élections avec quel collège électoral? Aller aux élections avec quel statut? Donc, il faut leur laisser le temps de travailler. Mais mieux, vous savez, quand on est dans un comité de normalisation, c'est pratiquement un travail bénévole. Ils ont chacun leur propre travail.
Mais ils consacrent leur temps à cela. Ils consacrent leur week-end à cela. Ça, il faut le reconnaître aussi. Donc, ils sont en train de faire un travail. Évidemment, ils sont passés par l'apaisement d'abord. Actuellement, comme nous, ils ont plongé dans la révision des statuts. Il faut leur laisser le temps de pouvoir arriver à des élections, je veux dire, par rapport à cela. D'accord. Madame Daouda, l'actualité du jour, hein, c'est évidemment cette mission de la CAF qui n'a pas homologué le stade de Yamoussoukro. Le 10 octobre prochain, la Côte d'Ivoire doit rencontrer l'équipe du Malawi. Ça va se passer où, finalement? Et surtout, qu'est-ce qui n'a pas marché? Très bonne question. La note de la CAF, nous l'avons reçue vers 17h. Parce qu'ils ont fait leur travail vendredi, samedi, ils sont rentrés hier. Et donc, c'est aujourd'hui que nous avons reçu. Quand on lit bien leur courrier, c'est « Nous vous encourageons, vous avez travaillé, mais finalisé Yamoussoukro avant de pouvoir l'utiliser. » Je pense que c'est ça. C'est la lecture que je fais de ce qu'ils ont dit. Allez-y jusqu'au bout. Ils ont fait un certain nombre de remarques par rapport aux vestiaires, par rapport, par exemple, vous savez, ils ont des critères très précis. Ils nous ont envoyé leur feuillet, c'est à peu près 7 feuilles de critères bien précis. Je vous donne juste un exemple de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ils disent que la salle de presse est en face des vestiaires, alors que les vestiaires doivent être isolés. Je veux dire, à la rigueur, c'est un peu trop tard pour corriger dans les 2 jours qui viennent. Il y a eu d'autres questions encore qui ont été soulevées par rapport à l'éclairage, etc. Mais ce que je note, c'est terminer, finaliser Yamoussoukro et nous reviendrons cette fois-ci pour faire une visite d'inspection avant de l'homologuer. Ils n'ont fait aucune remarque sur le gazon, qui est très beau. Ils n'ont pas fait de remarque sur l'intérieur des vestiaires, qui est même, je pense que les vestiaires sont même plus beaux que ceux des BMP. Mais ils ont, en termes de sécurité, ils ont relevé beaucoup d'éléments de sécurité, je veux dire, qui n'existaient pas. Donc, ils ont fait leur travail. D'accord. Alors, le 10 octobre prochain, on va jouer face au Malawi. Où exactement? Alors, aujourd'hui, on est vraiment sur 2 schémas, soit au Ghana, soit au Sénégal. Et nous devons donner une réponse le 22 septembre. Donc demain déjà, il y a 2 personnes qui vont aller, le coach au Sénégal et le manager au Ghana, pour dans la journée de demain vérifier et puis qu'on puisse donner une réponse. Voilà. On a déjà allé jouer en amical il n'y a pas longtemps au Ghana. Oui. Face au Ghana, je crois. C'était à Cape Coast. À la Cape Coast. Il semblerait que le stade d'Accra a été rénové, mais il faut aller voir, parce que s'il a été rénové, qu'il n'a pas été homologué, on est bien... Voilà. Mais le coach et le manager, je peux vous dire actuellement, ils sont encore à la FIF, ils cherchent à trouver une solution pour ça. Pour éviter que les joueurs soient fatigués par le long voyage, parce que normalement, le Malawi le soit en Afrique du Sud. Pourquoi on ne ferait pas les 2 matchs en Afrique du Sud? L'Afrique du Sud est une zone rouge. Si on joue en Afrique du Sud, alors nos joueurs qui jouent dans le championnat anglais ne pourront pas venir. On avait pensé au Maroc. Le Maroc aussi est dans une zone rouge. Donc on est obligé de trouver une zone où les joueurs peuvent venir. Voilà. Mais justement, on a vu que la dernière sortie des éléphants, les 2 confrontations contre le Cameroun et le Mozambique, la Côte d'Ivoire a eu des difficultés pour la libération de certains joueurs, tels que les Anglais Nicolas Pepe et Wilfried Zaha. Est-ce qu'au niveau du comité de normalisation, vous avez pris des dispositions pour résoudre ce genre de difficultés? Alors, je pense que ça va au-delà du comité de normalisation. C'est même à la FIF et à la CAF de soutenir, je veux dire, les fédérations, parce que les fédérations font la demande, mais il y a une limitation. Alors, c'est pour ça que nous disons, allons dans un club, dans un pays qui n'est pas zone rouge, alors ils pourront libérer. Ils n'ont pas dit qu'ils ne libèrent pas. Déjà, quand on a joué contre le Cameroun, les joueurs sont arrivés, mais ils ont attendu l'équipe qui était allée jouer au Mozambique pour pouvoir jouer le lendemain contre le Cameroun. Les Anglais disent, ce sont des zones rouges. S'ils y vont, alors on est obligé de les mettre en quarantaine quand ils reviennent.
comme je dirais, c'est un peu leur droit. Mais ceux qui peuvent aider à lever, c'est la CAF ou la FIFA. D'accord. Dernière question, parce qu'on avance. Alors, sur ça, certains dirigeants disent que on n'a pas pu obtenir la libération de certains joueurs parce qu'on n'avait pas une fédération forte. J'étais dans une situation anormale parce que certaines fédérations... Soyez bref, s'il vous plaît. Ont négocié elles-mêmes et ont imposé que certains joueurs soient libérés par rapport au match. Bon, je ne vais pas vous citer les fédérations, bon, je ne connais pas, mais en tout cas, c'est ce que disent certains. On était tous sur la même longueur d'onde. Que ce soit le Sénégal, tout le monde s'est plaint. Tout le monde s'est plaint à la CAF, tout le monde s'est plaint à la FIFA. Donc, on n'était vraiment pas la seule fédération. Et mieux, le manager général et le coach, ils sont habitués à cela. Et c'est eux qui attirent notre attention. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à présent. Mais je vous mets au défi, donnez-moi un pays qui a réussi à jouer dans une zone rouge avec des joueurs anglais. Donnez-moi un pays. J'oublie le pays qui allait jouer en Libye, mais ça va peut-être me revenir parce qu'il y a un pays... La Libye n'est pas, le Gabon. La Libye n'est pas une zone rouge en ce qui concerne la Covid. Ah ouais? Bon. Sinon, le Gabon est allé jouer en Libye, je crois. D'accord. Bon, merci. Dans tous les cas, ce qu'on doit retenir, c'est que le 10 octobre, a priori, donc, on jouerait soit au Ghana, soit au Sénégal. Exact. On sera fixé le 22. Oui. D'accord. Bon, et bien voilà, au moins, on a quelques réponses à toutes nos interrogations. On n'a pas fini. Non, il nous reste quelques petites minutes d'émission. On tenait absolument à parler de la Coupe de la Confédération. Alors, c'est vrai qu'on avait tous espoir de voir nos clubs réaliser un 2 sur 2 en Coupe africaine. La réalité est tout autre. Suite à la sortie de la SEC et du FC San Pedro, comme nous le dit tout de suite cet élément qui a été réalisé par la rédaction. Le 2 sur 2 espéré en Coupe Interclub par le public sportif ivoirien n'a pas eu lieu. Comme très souvent en Coupe de la Confédération, le FC San Pedro a perdu toute illusion malgré une manche aller presque parfaite, soldée par un nul vierge. Confrontés au combat physique proposé par l'Asfa Yenanga, les hommes de Gianni Tarek n'ont pas eu le coffre nécessaire pour exister dimanche au stade Robert Champrou de Marcory. À l'arrivée, ils sont tombés 1-2, quittant ainsi la scène continentale de manière prématurée. Désormais, les espoirs ivoiriens en interclub de la CAF reposent sur la SEC Mimosa, vainqueur 1-0 d'une Tungate FC du Sénégal, grâce à une réalisation de Karim Konaté. Au deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions, la bande à Julien Chevalier croisera le fer avec le CR Belouizdad d'Algérie. Comme au tour précédent, les Ivoiriens auront l'avantage de jouer la manche retour à la maison. Bon, 50% de réussite sur nos deux clubs. Bilan quoi? Positif? Vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein, Madame Daougabala? Moi, je le vois à moitié plein. N'oublions pas qu'on vient de loin. Ces clubs ont fait pratiquement une année sans compétition et ils ont eu un championnat sur 3 mois. Comme je le disais au début, il y a un manque de compétition. Donc moi, je vois le verre à moitié plein. Ça veut dire qu'on a encore de l'espoir avec la SEC. On félicite FC San Pedro, mais moi, je ne suis pas une technicienne du foot, mais quand je regarde un match, je peux sentir qu'il y a un manque de compétition. C'est simple. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. D'accord. On va commencer avec la SEC. Rapidement, on a quelques minutes. Est-ce qu'ils vous ont convaincu dans le jeu? Écoutez, je pense que la SEC, ils sont allés s'imposer à Dakar. Au match aller, ils ont gagné 1-0. Maintenant, lorsqu'ils reçoivent le match retour, ils ont fait ce qu'ils avaient fait. C'était de gagner, ils se sont qualifiés. Maintenant, c'est vrai que dans le contenu du jeu, ça n'a pas été facile. Mais vous savez, c'est une équipe, le championnat de Côte d'Ivoire a arrêté depuis longtemps. Et il y a un manque de compétition. Maintenant, la SEC, honnêtement, est attendue dans le match de poule. Voilà. D'accord. Alors, l'adversaire suivant, c'est le CR Belouizdad. Qu'est-ce que vous pensez de cet adversaire? Un adversaire d'un calibre beaucoup supérieur à celui de Tungate, même si Tungate a joué la phase de poule de la Ligue des Champions, excusez-moi, il faut le dire clairement. Moi, ma grosse inquiétude a été soulevée par la présidente, c'est le manque de compétition. On sait que pour pouvoir affronter la formation sénégalaise, la SEC a dû multiplier les matchs amicaux, des regroupements, des rencontres,
Mais face à une formation comme Belouizdad, il faut encore des adversaires d'un autre calibre. Alors que le championnat ne va pas commencer a priori avant même ces confrontations face à cette formation algérienne. Est-ce que les jaunes et noirs pourront hausser leur niveau de jeu pour pouvoir tenir tête à cette formation algérienne, surtout dans une confrontation où Abidjan reçoit un match aller et on sait que le déplacement en Algérie est toujours difficile? Voici le gros point d'interrogation. J'espère simplement que les jaunes et noirs réussiront, ce qui, à mon avis, semble être un exploit. Oui, je pense que vous me donnez raison quand je dis, quel que soit Alpha, quel que soit le président, il faut redémarrer les compétitions pour qu'il y ait des compétitions et que les clubs se préparent et que les jeunes jouent. C'est tout. Exactement, que les clubs restent dans le rythme. Oui, que les clubs restent dans le rythme, parce que sinon, après, ça donne ce qu'on a vu. Est-ce qu'on peut avoir la manière avec la SEC Non, on passe au FC San Pedro. D'accord, FC San Pedro pour vous. Bon, alors, le FC San Pedro, voilà. Qu'est-ce qui a pêché au niveau du FC San Pedro? Je ne sais pas. Ils font un très mauvais résultat à domicile. Ils ont arraché un match nul à l'extérieur. Je ne sais pas, cette équipe du FC San Pedro, les questions qu'on se pose en ce qui concerne cette formation, ce n'est pas ce qu'on a vu sur le terrain, mais ce qu'on voit un peu au niveau des dirigeants. Parce qu'à l'entame de compétitions importantes, eh bien, il y a des joueurs importants qui partent et qui quittent cette équipe du Football Club de San Pedro. Sur les derniers départs, Jimbo Sherif, Richard Zama, Nguessan Gilles Priva, Youssoufou, le Nigérian qui est parti récemment. Des armes importantes pour un club qui est engagé en compétitions africaines. Du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que le Football Club de San Pedro a vraiment envie de faire de bons résultats en compétitions africaines? Déjà que, comme dit la présidente, la formation n'est pas en jambes parce que le championnat était court et que le championnat a arrêté depuis, vendre les meilleurs joueurs, c'est un problème. Bon, ils sont allés faire le nul face à cette équipe du Burkina au Maroc lors du match aller 0-0. Et puis bon, il y a eu la désillusion à domicile. C'est dommage pour l'équipe du San Pedro qui régulièrement est l'équipe la plus régulière au plan national sur les compétitions africaines sur ces dernières années, mais qui sur les résultats, en dehors de sa phase de poule de 2019, ne fait pas beaucoup de belles campagnes en ce qui concerne les compétitions africaines. Allez, Chalio, petit. Oui, c'est vrai que, oui, effectivement, ça devient récurrent parce que l'année dernière, souvenez-vous, le FC San Pedro s'est fait éliminer dans les mêmes conditions. Ouais, Sharaf Dakar, après un bon résultat à Dakar, ils sont tombés à Abidjan dans les mêmes conditions. Je pense que là, il faut revoir certaines choses au niveau du FC San Pedro. Il y a le management, il y a aussi, quand vous avez de l'ambition, vous ne vendez pas vos meilleurs joueurs. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'ils sont venus réellement pour développer le football ou faire autre chose avec le FC San Pedro, ces Tunisiens-là? D'accord. Allez, dernière question. De façon générale, qu'est-ce qui explique le manque de compétitivité de nos clubs en Coupe africaine depuis, on va dire 7 ans? Allez, une petite réponse très courte et puis je poserai la même à Mme Dao Gabala. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui... Allez, un élément, le premier élément. Bref, je dirais l'instabilité des effectifs. Ça, je tiens à le dire clairement. Parce qu'on sait que les clubs manquent de moyens pour pouvoir garder sur un certain nombre d'années leurs meilleurs éléments. Oui. Et à force de renouveler l'effectif à chaque fois, on est moins compétitif. Je préfère garder cet élément-là. D'accord. Mme Dao Gabala. Ben, je pense aussi que ça va être l'effectif qui est instable. Parce que quand vous formez des personnes au moment où ils peuvent vous être utiles pour gagner une compétition, vous les vendez, évidemment, vous-même, tout dépend de votre vision, en fait. Et puis bon, la régression du niveau de notre championnat, ça ne va pas se le cacher. Depuis de nombreuses années, notre championnat a pris un coup. Ce n'est plus les grandes équipes de la SEC, de l'Africa. Ce n'est plus la grande équipe du CW Sport de San Pedro. Autant d'ASC est réparti. Là, on a placé tous beaucoup d'espoir dans cette équipe du Football Club de San Pedro avec les moyens de son président. Bon, ils n'y arrivent pas. Je pense que oui, l'une des raisons est peut-être dans le niveau actuel de notre football local. Allez, oui, allez-y. Oui, je pense que il y a une transformation à faire dans le football. Aujourd'hui, on regarde un peu le foot comme on le regardait d'antan. Le foot aujourd'hui, c'est devenu une industrie. Absolument. Et quand on dit une industrie, c'est tout. Alors, si on ne le regarde pas comme ça, on aura du mal à s'en sortir. Parce qu'il y a des investissements à faire, il y a, c'est vrai, de la formation à faire, mais il faut se dire que ces investissements, il faut les faire, mais surtout, il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui vous aide à faire ces investissements. C'est une entreprise, c'est un métier, donc il faut y aller. Il faut aller au-delà de la passion pour se dire, c'est une entreprise, c'est un modèle économique, il faut y aller.
Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Madame Mariam Dao Gabala, merci beaucoup d'être venue. Merci de vous être prêtée au jeu également, d'avoir répondu à nos questions ainsi qu'à celles des téléspectateurs. On espère ne pas attendre aussi longtemps avant de vous revoir. Et surtout, vous êtes ici à la maison, vous êtes ici chez vous, et vous revenez quand vous voulez. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Et puis, on vous souhaite vraiment bonne continuation. Beaucoup de courage. Oui, c'était un plaisir, en tout cas. Allez, merci la Dream Team. Et on se retrouve très bientôt, d'accord? Allez, merci à vous. Passez une excellente soirée. Et on va se donner rendez-vous demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous, à demain. Bye bye.